Buongiorno Stefano, Stefano Edoardo, buongiorno a te, grazie della tua video da Rome, qui Piero San Giorgio de mes montagnes suisses. Comme tu le constates, nous n'avons pas la sécheresse, au contraire, ça fait une semaine qu'il pleut et qu'il fait 10 degrés. Donc pour un mois d'août, nous sommes au milieu du mois d'août. C'est pas très génial, comme quoi, vous savez, les sensations les sensations que l'on a par rapport à la météo sont très locales et très personnelles. Il y a une vague de chaleur très forte dans le sud de l'Europe en ce moment. Il y a une vague de froid dans le centre de l'Europe en ce moment. Difficile à dire s'il fait plus chaud ou plus froid que d'habitude. Ça dépend où on met les thermomètres et surtout de la sensation quotidienne que l'on a, alors que les statistiques, c'est plus complexe. Je fais cette courte vidéo pour te répondre. Tu m'as posé deux questions en réalité qui sont très pertinentes, très intéressantes. Donc tu me parles d'un cas évidemment spécifique, c'est celui de la sécheresse, la siccità, tu l'as dit très très bien, qu'il y a en ce moment à Rome et dans le centre et dans le sud de l'Italie. Il semble que le problème ait été résolu par rapport à l'approvisionnement de Rome par rapport à l'eau potable depuis les lacs qui sont légèrement au nord de Rome et dans les débuts des montagnes des Apennins qui sont proches de Rome. Lacs et montagnes qui ont approvisionné Rome depuis plus de 2500 ans. Grâce aux aqueducs d'abord romains, et puis évidemment aujourd'hui grâce au monde moderne. Donc l'approvisionnement en eau, notamment des villes, c'est un phénomène qui est ancien, qui est vital évidemment pour la population qui réside et qui y vit. Nous n'y réfléchissons pas souvent puisque nous sommes habitués depuis maintenant 2 générations, voire 3 générations dans les pays les plus développés, d'avoir de l'eau qui sort du robinet à volonté, à souhait, mais ce n'a évidemment pas toujours été le cas. Depuis toujours, les populations du monde entier travaillent dur pour obtenir l'accès à l'eau, soit parce qu'ils envoient les femmes, et c'est souvent le cas encore aujourd'hui dans certaines vallées reculées, notamment des pays d'Afrique et du Moyen-Orient, et peut-être même au Maghreb, en Afrique du Nord, où on envoie les femmes à la fontaine, au puits, chercher l'eau. Mais avec l'ingéniosité, et ça on voit par exemple, si l'on visite par exemple le Valais ici, nous avons ce qu'ils appellent des bis, c'est-à-dire des systèmes qui apportent l'eau de fonte et l'eau de source des montagnes directement dans les villages et également dans chaque maison individuelle et surtout aux abreuvoirs pour les animaux, ce qui permet d'avoir une économie qui tourne puisque vous n'êtes plus occupé à aller chercher l'eau arrive directement et donc vous pouvez vous préoccuper des autres stades on va dire de la pyramide de Maslow, qui sont bien sûr la sécurité avec un abri, avec évidemment la nourriture et l'eau, et ensuite évidemment vous allez développer d'autres stades de vos besoins, et vous allez assouvir ces besoins par ordre croissant d'importance, évidemment. Peu importe d'être propre ou d'avoir une chemise propre si vous mourrez de soif. Voyez la logique. Voilà, donc les problématiques liées évidemment à l'eau nous apporte évidemment le questionnement de savoir que se passerait-il si il devait y avoir des pénuries. Et ce qui vaut pour l'eau vaut pour l'approvisionnement de nourriture, de médicaments et de toutes sortes d'autres biens qui sont indispensables. On pense aux pièces de rechange pour faire fonctionner toute la modernité dont nous bénéficions dans les grandes villes. Et plus la ville est grande, et plus notre mode de vie est urbain, plus évidemment nous sommes dépendants de cet approvisionnement qui fonctionne de plus en plus en flux tendu par tout d'abord, il y a très longtemps, des moyens de just-in-time, c'est Toyota qui avait évidemment été pionnier dans ce domaine, mais simplement aujourd'hui par l'efficience et la rentabilité. Le zéro stock, le stock coûtant, le zéro stock est plus rentable, plus efficient, et donc il est moins intéressant pour des entreprises, que ce soit la supérette ou que ce soit la grande surface ou la distribution, d'avoir des stocks. Donc évidemment, lorsqu'il y a pénurie, soit parce que vous avez une sécheresse, alors c'est pas notre cas en ce moment, cette année dans les Alpes, soit parce que simplement il peut y avoir des pannes ou des cassures ou vous savez, les plomberies dans de nombreuses villes du monde sont anciennes, elles ont été faites il y a près d'un siècle, puisqu'on a d'abord amener évidemment l'eau, l'électricité, l'automatisation, ce qu'on appelle les utilities en anglais, mais donc ces services publics d'eau et notamment d'eau, d'électricité et d'égouts, donc ce qui arrive et ce qui ressort,
et ski repas, eh bien, ont été faits en priorité dans les villes parce que c'est beaucoup moins coûteux, par exemple, d'amener l'eau dans un immeuble où il y a 50 personnes plutôt que dans 50 maisons reculées dans la campagne. C'est évident, c'est moins de kilomètres de câbles, de tuyaux, de galeries pour les égouts, etc., etc. Donc on a évidemment commencé par les villes, et on a commencé ceci au milieu du 19e siècle dans les villes les plus modernes, Londres, et même avant pour les égouts, hein, bien sûr. Mais enfin, on pense à Londres, New York, Chicago, qui aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, se retrouvent avec des infrastructures extrêmement vétustes et qui peuvent casser. Mais dans tous les cas, évidemment, lorsqu'il y a des problématiques de cassure, de panne ou simplement il n'y a plus de matière disponible, donc dans le cas d'une sécheresse, il n'y a plus d'eau, et si on n'est pas capable d'aller la chercher effectivement dans les rivières, dans les lacs, eh bien à ce moment-là, oui, il peut y avoir des pénuries. Et sans eau, notamment sans eau potable, eh bien vous êtes très très vite sous stress. Stress parce que votre corps ne peut plus faire d'homéostasie, c'est-à-dire être à l'équilibre au niveau de ses fluides corporels, de ses liquides intracellulaires, de l'hydratation de toutes les parties du corps, d'abord internes, et puis parce que nous manquons d'eau très vite, notre température du corps va augmenter et nous sommes dans des situations de potentielle mort après quelques jours, très vite. Nous sommes totalement dépendants d'un approvisionnement d'eau. Voilà, et donc il est légitime qu'en cas de pénurie, vous vous préoccupiez et vous alliez évidemment mettre en place des systèmes de redondance, de stock par exemple, qui vous permettent d'avoir de l'eau au cas où. Donc depuis la nuit des temps, les hommes stockent de l'eau. Alors ils les stockent dans des amphores, dans des bassines, dans des cuves, dans des bidons. Vous voyez dans les châteaux forts, si vous voyez visiter les châteaux forts du monde entier, que ce soit en Extrême-Orient, des châteaux forts peut-être pas en pierre comme ceux que nous avons en Europe ou au Moyen-Orient, mais vous voyez que la plupart de ces châteaux, et y compris les temples romains, Stefano, si tu vas à Capri et que tu visites la villa de l'empereur, tu vois à quel point les cuves d'eau sont énormes et impressionnantes. Et je suis sûr que tu as une très jolie jeune femme qui t'y accompagnera volontiers. Il faut marcher un petit peu, mais je sais que tu es sportif, donc c'est très bien. Et donc depuis tout le temps, on a stocké cette eau. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons des bidons, des bouteilles plastiques, etc. Mais c'est vrai que nous sommes habitués à ne plus le faire parce qu'on se dit, bon, ben, après tout, et c'est l'histoire que tu racontes, je vais au supermarché, je m'achète quelques packs d'eau, et puis je les bois quand j'en ai besoin. Et quand j'en ai besoin, je vais en acheter justement. Donc parfois parce que c'est lourd et encombrant, et tu en as expérimenté avec la grimpette de tes étages, eh bien c'est lourd, c'est encombrant, donc on n'a pas trop envie de le faire. Donc on n'a pas trop envie de transporter ces packs d'eau régulièrement. Donc généralement, quand on fait des courses, quotidiennement lorsqu'on habite au centre-ville par exemple, eh bien on ramène de quoi manger, puis on ramène une ou deux bouteilles d'eau. C'est pas très lourd et on est habitué. Mais ce faisant, on prend l'habitude de ne plus avoir de stock. Et nos grands-parents avaient toujours, moi je me souviens de ma grand-mère, elle avait toujours des bidons d'eau, c'était c'était souvent des vieilles bouteilles en verre, c'était souvent des vieilles bouteilles qui, à l'origine, étaient utilisées pour du vin, des grandes bouteilles de 10 ou 15 litres ou 20 litres, je me souviens plus exactement, c'est Damigiane, elle disait en italien, alors je ne sais pas quel est le volume exact. Aujourd'hui, nous avons des bidons alimentaires avec toutes sortes voilà, de produits qui ne salopent pas l'eau, qui ne donnent pas des produits chimiques dans l'eau. Mais enfin, voilà, nous avons des solutions pour stocker un petit peu. Mais c'est vrai que la plupart des gens ne le font pas. Donc, tu avais deux questions. La première, c'est est-ce raisonnable de le faire? Alors moi, je pense, évidemment, c'est mon avis d'Européen angoissé, que oui, le fait de stocker de l'eau est fondamental, puisque en cas de pénurie, nous en avons. Alors, par exemple, dans mon cas, j'habite en ville la semaine ou lorsqu'il y a la période scolaire des enfants, eh bien, dans mon appartement, j'ai pas mal d'eau et un petit peu d'eau à la cave. Généralement, de quoi tenir 10 jours. Donc, pas mal de litres, mais c'est pas non plus des quantités énormes, puisque ma stratégie en cas de gros problème, ce n'est pas de rester dans mon appartement en ville, c'est de venir ici, dans les montagnes, euh, où j'ai beaucoup plus de possibilités de vivre correctement s'il devait y avoir une grande crise. Et j'ai même pas mentionné les guerres, les troubles civils, etc. Ça, c'est ce que vous trouvez dans mes livres. Allez voir
ma page Facebook ou aller sur Amazon voir mes livres. Je pense qu'ils sont indispensables aujourd'hui et ils ont beaucoup de succès et dans de nombreuses langues aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pas par hasard qu'ils marchent bien, qu'ils donnent des bons conseils. Voilà. Et le deuxième élément, donc ici à la montagne par exemple, je n'ai pas beaucoup de stock d'eau puisqu'on a des rivières, des sources. En revanche, ce que j'ai, c'est quelque chose qui peut être utile dans une ville comme Rome, qui a en fait une rivière, comme le Tibre, et qui n'est pas très loin de la mer éventuellement, bien que je déconseillerais d'aller, en cas de grosse crise, de se balader trop loin, si tu n'as pas un autre point de chute, mais enfin si tu restes à Rome, il y a le Tibre, comme ici il y a des rivières, des torrents, etc. Et donc l'acquisition d'un filtre à eau est une excellente stratégie pour ne pas avoir à stocker des dizaines et des dizaines de litres d'eau chez soi. Donc c'est toujours bien d'avoir 2-3 packs d'eau que vous faites tourner, donc quand vous en avez terminé un, vous en achetez un autre, et vous consommez le plus récent, donc c'est ce qu'on appelle une rotation de stock. Mais évidemment, avoir un filtre, et je vais vous mettre une adresse ici d'un site qui vend des filtres en Europe d'excellente qualité, il s'agit des filtres Berkey, c'est une marque à l'origine anglaise mais qui est aujourd'hui américaine, qui sont certes assez onéreux, mais qui sont excellents et qui permettent par simple gravité, donc vous prenez vos bidons d'eau, votre eau, même si elle est très très sale, même si elle est contaminée par des bactéries, par même des virus, mais c'est quand même très très rare, vous mettez de l'eau dans le... tu peux mettre l'eau de Tibre, qui est assez... Voilà, il y a quand même beaucoup de Romains qui ont fait pipi dedans, et ils consomment beaucoup de cocaïne, comme on le sait, donc... voilà, donc bref, et autre chose, donc tu mets l'eau dans ce filtre, et simplement par gravité, il passe à travers le filtre lui-même, qui est en fait fait en charbon actif et qui a en fait une porosité tellement fine qu'il n'y a que les molécules d'eau qui passent, et donc le filtre recueille dans son récipient inférieur l'eau, qui est ensuite propre à la consommation. Donc ça, c'est une solution qui est un petit peu plus chère qu'évidemment des packs d'eau, mais qui te permet de récupérer l'eau de pluie, l'eau du Tibre, l'eau d'autres sources, l'eau de pluie étant utile dans les crises très longues. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Alors moi je pense qu'un investissement de peut-être une centaine d'euros dans un filtre, même un petit, 100, 150 euros, ça rassure. Et d'avoir 3-4 packs d'eau comme j'ai qui tournent, c'est extrêmement rassurant. Et au fond, qu'est-ce que c'est que la vie que la recherche de l'assurance que tout ira bien? Alors les hommes politiques nous la vendent à très bon marché en échange de nos votes. Votez pour moi et je vous raserai gratis demain. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est l'assurance d'avoir, c'est ton domaine par exemple, des relations de couple stables et non pas stressantes. Ça peut être effectivement, et ça c'est mon domaine, de quoi tenir le coup en cas de crise légère, une pénurie d'eau, un rationnement, c'était le cas c'est ce qui était annoncé à Rome, et des crises plus lourdes. Ça peut être des crises sociétales très profondes, ça peut être des révolutions, des guerres. C'est déjà arrivé dans l'histoire quand même. Donc les gens qui pensent que tout cela est impossible, et j'en arrive à ta deuxième question, à mon avis connaissent mal l'histoire ou ne veulent pas la connaître ou sont dans le déni. Donc pour conclure cette première et longue partie de ma réponse, oui, à mon avis, il vaut la peine de stocker, de prévoir le futur et de prévoir les coups durs. Il n'y a pas besoin forcément d'aller dans des extrêmes de type préparation à un monde du genre Mad Max. À mon avis, ça c'est illusoire. Moi-même, je ne m'y prépare pas, encore que je pense être capable de vivre dans ce genre de monde, bien que je n'ai pas des très grandes cylindrées. Enfin, encore que ma Mercedes, c'est un V6, mais on s'égare. Deuxième question, finalement, que tu me poses, c'est est-ce que c'est quelque chose de particulier à l'Italie ou des Romains de s'en foutre? Et parce que tu me faisais part dans ta vidéo que tu étais le seul à trimballer tes packs d'eau et que la plupart des Romains disaient mais je m'en fous. Que cazzo me ne frego. Bon, alors, je pense que c'est possible que ce soit particulier des Romains. Alors on ne va pas prendre une anecdote personnelle que tu relates pour un cas général, mais je pense qu'en général, les gens qui vivent en ville, et les Romains en Italie en particulier, c'est des gens qui sont assez à la cool, et c'est aussi leur côté qui est à la fois agaçant et extrêmement agréable, et qui contribue au fait que Rome est la ville que je préfère au monde, donc tu as beaucoup de chance d'y vivre.
euh, et pas que parce que les femmes sont très belles. Mais je pense qu'il y a une ambiance, et donc participant à cette ambiance, c'est l'attitude, je referme, il fait froid, l'attitude des vrais Romains, les Romains de souche, de toujours prendre les choses avec un certain, non pas mépris, non, mais dédain, avec un dédain et un certain humour. En fait, de dire au fond, nous sommes là depuis presque 3000 ans, nous avons survécu, enfin pas tous, hein, parce que ça a morflé, hein, la chute de Rome, mais enfin, nous avons vu passer les envahisseurs, nous avons vu passer tellement de choses, nous sommes dans une ville pleine d'histoire, etc. Au fond, on s'en sortira toujours. C'est une attitude dangereuse, c'est une attitude peut-être agréable à vivre, mais bon. Je pense qu'en Italie, c'est pas en revanche comme ça partout. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'Italiens, peut-être de générations les plus âgées, qui sont bien conscients que les temps durs viennent par cycle, et qui sont bien conscients aujourd'hui que les temps difficiles sont en train d'arriver de nouveau, et qu'ils sont déjà très difficiles pour la plupart des Italiens. Et donc, qui sont dans la logique de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents, c'est-à-dire d'avoir le stock de pâtes, le stock de sauce, le stock d'eau à la maison. Et les mammas italiane, elles ont toujours de quoi cuisiner et elles ont toujours pas mal de stock en général. Ma mère, c'est quelque chose d'hallucinant. Même mes stocks ne sont rien par rapport aux siens. Alors évidemment, c'est des stocks plus différents des miens, on va dire. Voilà, alors j'espère que ça répond à ta question. Ce sera avec grand plaisir que nous pourrions en discuter de vive voix. Alors peut-être à mon tour de te poser une question. Tu n'as pas besoin d'y répondre directement. On va pas faire un ping-pong de questions et de réponses vidéo, mais c'est une question qui serait peut-être un thème intéressant à traiter dans tes vidéos qui sont excellentes. Et j'en profite et j'ouvre une parenthèse. Euh, D'abord, merci pour la critique de mon livre Femmes au bord de la crise. Je pense que c'était une critique tout à fait juste. Je pense que la note que tu as donnée était tout à fait raisonnable et tout à fait adéquate par rapport à mon livre. Je pense que c'est un livre qui devrait être lu par les femmes notamment. Et d'ailleurs, deuxième parenthèse, dans la parenthèse, je te remercie d'avoir apprécié. Comme tu as vu, j'ai fait un petit commentaire de lecture de ton excellent dernier livre, qui pourrait être encore meilleur, je l'ai déjà dit. Et donc je pense que tu l'as bien prise et tu as compris le bon esprit dans lequel je faisais ma critique. Quant à tes ex-collègues de M6, je ne sais pas s'ils l'ont même vu et s'ils l'ont apprécié, mais ça, c'est pas mon problème. Je pense que je ne travaillerai pas avec eux jamais. Donc voilà, je ferme les parenthèses et je te pose cette question. Pourquoi penses-tu qu'en général, les hommes et les femmes ont des différences fondamentales quant à la vision de l'avenir? C'est-à-dire que, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas si ton expérience et ton étude en sociologie du passé te donnent les mêmes résultats qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, il me semble que d'une manière générale, comme je l'ai expliqué, la population ne se préoccupe que du temps présent, ne se préoccupe pas de l'avenir. Mais parmi cette population qui peut-être se prépare ou qui ne serait-ce que réfléchit un petit peu en disant demain risque d'être difficile ou pas, mais en tout cas dans cette probabilité, dans cette possibilité, je vais faire en sorte d'adapter ma vie ou d'y ajouter des préparatifs pour demain. Et dans cette population-là, il y a quasiment, majoritairement, que des hommes. Alors, je ne vais pas répondre à ta place, moi j'ai quelques pistes, mais je voulais avoir l'avis d'un expert, d'un spécialiste comme toi, qui a étudié profondément la sociologie, qui l'étudie, qui connaît l'évolution comportementale. Hein. Il y a cette discipline qui est passionnante. Je crois qu'on a lu quelques livres en commun, de ce que j'ai pu comprendre dans ce domaine. Mais enfin, pourquoi les femmes semblent aujourd'hui beaucoup, beaucoup moins, à ton avis, préoccupées de l'avenir? Est-ce qu'elles comptent sur les hommes? Est-ce qu'elles comptent sur leur charme? Est-ce qu'elles comptent sur, de toute façon, ou alors est-ce qu'elles ne réfléchissent qu'au temps présent? Ce qui est souvent mon expérience, c'est qu'une jolie femme pense à maintenant, pense à obtenir des ressources maintenant, et ne s'imagine même pas qu'elle ne sera plus une jolie jeune femme lorsqu'elle sera un peu plus âgée. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est toi qui auras la réponse. Donc voilà une question, il n'y a pas besoin de me répondre personnellement, mais peut-être c'est une question qui intéressera ta fanbase, qui a l'air d'être également très intéressante, et qui sont des gens qui, s'ils se préoccupent des relations hommes-femmes, et si ils se préoccupent des relations et de la séduction et de la bonne relation même au sein de leur travail,
et de leur vie en général, c'est qu'en fait, ils veulent vivre dans une certaine harmonie, et donc, quelque part, ils ont déjà fait un pas vers la préparation de leur avenir, puisqu'on ne se prépare pas pour être bien à l'instant, on prépare. Quand on vient te voir, quand on veut savoir comment fonctionnent les dynamiques hommes-femmes, comment fonctionnent les dynamiques au sein du travail, comment fonctionnent les dynamiques euh, au sein de la société en général, c'est parce qu'on veut être mieux demain, évidemment. Enfin, pas à l'instant, c'est pas. J'imagine que tu n'as pas un coup de baguette magique et que les gens ressortent transformés. Enfin, ils peuvent ressortir transformés pour ensuite avoir une vie meilleure et donc des relations meilleures, un travail meilleur, etc. Et donc les gens qui font cet effort, quelque part, je pense que ton lectorat, les gens qui te suivent, pourraient être très intéressés par cette démarche qui est la mienne et que vous pourrez trouver dans mes livres. Donc je vous conseille de lire Rue Barba, Survivre en ville, donc notamment si vous êtes en ville, vous le trouvez sur Amazon et dans toutes les bonnes librairies. Je ne pense pas que vous le trouvez sur M6, TVHA, sait-on jamais. Et puis, si vous l'avez apprécié, peut-être Survivre à l'effondrement économique, qui est un livre un peu plus qui donne plus les explications sur ce qui peut arriver, à mon avis c'est ce qui est déjà en train d'arriver dans les 5-10 prochaines années, et qui risque de nous apporter des situations très difficiles. Donc, Stefano, ti ringrazio, ti lascio e speriamo che ci incontriamo a Roma, o a Ginevra, o a Parigi. Stammi bene e preparatevi. Ciao!